Au sommaire de l'actualité, la Commission nationale du Fonds pour l'environnement mondial tient sa 8e rencontre à Abidjan, un atelier qui a pour but d'informer, sensibiliser sur les orientations stratégiques du FEM. Nous parlerons du Salon des infrastructures d'Abidjan qui revient pour sa 4e édition. L'annonce a été rendue publique par le président du GIBTP. Pour lutter efficacement contre le tabac, l'ONG Comité Club Universitaire UNESCO et le PNLTA ont lancé officiellement le rapport sur l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac. Et les 9, 10, 11 mai prochains, la région du Cavali va abriter le Forum régional des femmes et des filles du Cavali. Plus de détails dans ce journal. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité sur la chaîne au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Planification stratégique et opérationnalisation du 8e cycle de financement du FEM. Nous parlons environnement et développement durable. Ceci est le thème d'une rencontre qui se tient à Abidjan, celle de la Commission nationale du Fonds pour l'environnement mondial, 8e du genre. Objectif de l'atelier qui va durer 2 jours est entre autres d'informer, sensibiliser sur les orientations stratégiques du FEM, les différentes possibilités de financement des projets. Issa Badini et Tima Traoré pour le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture. Selon la Banque mondiale, la non-action dans la préservation climatique pourrait coûter 13% du PIB réel des pays d'ici 2050. Autre étude non moins importante, c'est celle d'un groupe d'experts internationaux qui note que l'Afrique d'ici 2040 perdra l'équivalent de 2 à 4% de son PIB. Qu'il soit l'une ou l'autre étude, la note pourrait être salée. C'est dans ce contexte que la Côte d'Ivoire ambitionne de réduire jusqu'à 30,41% d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre, quitte à se passer de près de 11 000 milliards de francs CFA. Voilà les tableaux dans lesquels s'ouvre l'atelier 8 du FEM, ici à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire. En tant que pays contributeur du FEM, la Côte d'Ivoire s'est engagée pendant la phase pilote et à l'occasion des 3 premières reconstitutions des ressources du FEM, pour un montant total de 14 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 11,9 milliards de francs CFA. Donc la Côte d'Ivoire pour le FEM 8 a une allocation de 12,86 millions de dollars pour couvrir les projets relatifs à la diversité biologique, à l'atténuation des changements climatiques et à la dégradation des terres. Mais à cela s'ajoutent les ressources qu'on appelle non-stars, donc qui ne sont pas mises à part, et qui proviennent des ressources, des fenêtres, des produits chimiques et déchets. Dans le même ordre d'idées, les conclusions du rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement, notamment sur le coût de l'inaction évalué à 13% du PIB réel d'ici 2050, appellent un éveil de conscience. Planification stratégique et opérationnalisation du 8e cycle de financement du FEM, tel est le thème général de l'édition, mais aussi celui du panel introductif. Panéliste, pour le ministre ivoirien des eaux et forêts, dont le pays espère retrouver 20% de sa forêt d'ici 2030, le temps est à l'action, au financement autrement dit. Le Fonds pour l'environnement mondial fonctionne en cycle de 4 ans. Ainsi, la reconstitution des ressources de la 8e phase du FEM 2022-2026 s'est achevée en 2022 avec un montant de 5 milliards de dollars. À cet effet, le FEM a accordé à la Côte d'Ivoire 7 milliards 716 millions de francs CFA destinés à des projets dans les domaines de la biodiversité, les changements climatiques et à la dégradation des terres. En route pour des infrastructures modernes respectant normes et réglementations en Côte d'Ivoire.
Après un arrêt en 2018, le Salon des infrastructures d'Abidjan revient pour sa 4e édition avec des innovations au bénéfice des acteurs du secteur, d'où le thème « Technologie émergente et innovation dans l'industrie du BTP ». C'est du 12 au 14 novembre 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan. L'annonce a été rendue publique par le président du GI BTP dans la commune de Makori en présence du représentant du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Découvrons les précisions de ce salon avec Zénab Dosso et c'était ici. Le SIA, Salon des infrastructures d'Abidjan 2024, est lancé. Ses enjeux sont connus. Transformer l'industrie du BTP à travers la révolution des méthodes de construction et améliorer l'efficacité opérationnelle. Du 12 au 14 novembre prochain, le parc des expositions route aéroport va accueillir les acteurs majeurs de la chaîne du bâtiment et des travaux publics au plan national, régional et international à l'occasion de cette grande messe des infrastructures pour échanger autour de la problématique. C'est à l'initiative du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Avec la plateforme que nous avons, qui nous a été mise à disposition par l'État de Côte d'Ivoire que nous remercions, nous ne pouvons qu'organiser un meilleur SIA. Pour ce qui concerne les innovations, c'est que l'ampleur et la connaissance aujourd'hui internationale de la Côte d'Ivoire fait que nous ne pouvons qu'avoir un rayonnement plus important que les précédents SIA, au moins ça exposant déjà pour tout ce qui est stand. Plus environ 30 exposants pour les grosses industries et les grosses machines. Maintenant le profil, si vous vous estimez en capacité de présenter quelque chose qui peut intéresser les acteurs du BTP en Côte d'Ivoire et dans le monde, vous êtes les bienvenus. Un honneur pour le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, représenté par son directeur de cabinet, d'assurer le parrainage de la 4e édition du SIA, qui au fil des années s'est hissé au rang des événements de référence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Dans la présentation, vous avez vu que le ministre, c'est la 2e fois qui parraine donc le SIA. Et effectivement, le SIA est une plateforme d'échange entre les acteurs du BTP. Et c'est à cette plateforme-là qu'ils vont tisser un certain nombre de partenariats. Vous voyez qu'au niveau du PND, il y a un certain nombre de projets qui sont définis. Déjà 3 éditions passées et le président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, le comité scientifique et les parties prenantes peuvent se féliciter des acquis et des innovations en vue pour rattraper le retard accusé. Le SIA 2024 sera aussi l'occasion pour le groupement ivoirien du BTP et des travaux publics de célébrer ses 90 ans au service du développement. En marge de la célébration nationale du 1er mai, fête internationale du travail, le PROCI DPS a animé une conférence à Abidjan. Une occasion pour son président d'aborder les problèmes socio-économiques en Côte d'Ivoire, notamment le manque de travail décent pour les jeunes, la cherté de la vie, la montée du coût de l'électricité et j'en passe. À la clé de cette intervention, plusieurs solutions. On en sait davantage avec ce commentaire de Mon Désir Nascimento. Les Abidjanais ont vécu différemment le 1er mai, fête consacrée aux travailleurs. Ici dans la commune de Cocody, l'heure est au regroupement pour donner de la voix sur la cherté de la vie. Un combat abandonné par plusieurs acteurs, mais les pro-Côte d'Ivoire pensent que la lutte devrait continuer jusqu'à la baisse des prix sur le marché. Un marché sur lequel tout est cher. Prenons l'exemple du coût du kilowatt d'électricité qui a atteint un niveau élevé, les denrées alimentaires dont les prix grimpent tous les jours. Les pro-Côte d'Ivoire, à travers leur président Kevin Kofi Fieni, ont tous scruté. Chers journalistes, aujourd'hui faites l'effort de désormais ajouter à la vie chère fabriquée. Parce qu'il y a la vie chère qui est naturelle. Quand c'est naturel, ça veut dire quoi? Avant, la chose coûte 1000 francs, c'est devenu 2000. Mais ça coûtait 1000 francs là. J'arrivais à faire des économies. C'est vrai que quand je sors, c'est beaucoup, mais j'économise quand même. Et donc, je peux relativement supporter ça. Mais quand ça devient 2000 et que les mêmes 1000 francs que j'avais pour m'occuper des autres 1000 francs là, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien. Voilà tout le problème. Parce que nous ne viendrons pas au pouvoir pour dire que riz qui coûte 500 là, ça pourrait ne pas devenir 505 francs. Si on dit ça, on est des menteurs. Mais si ça doit venir à 505 francs, les gens seront capables aussi de payer ça. Ça ne doit pas les empêcher d'économiser. Est-ce que vous comprenez un peu?
La vie chère aujourd'hui empêche les gens d'économiser. Si j'arrivais à garder 50 000, du coup, je ne peux même plus garder les 50 000. Mieux, je vais prendre crédit même pour vivre. Voilà ce que moi j'appelle vie chère fabriquée. L'objectif de cette conférence, c'est aussi faire des propositions au pouvoir public. Les Pro-Côte d'Ivoire proposent une police et un ministère qui seront dédiés au logement et habitat. Cette police sera chargée de veiller à l'application des lois liées au logement et bail en Côte d'Ivoire, toute chose qui fera baisser les coûts. À cela, ils ajoutent les sensibilisations sur le changement de mentalité des populations. Donc nos députés, je leur lance un appel, il y a des sujets comme ça, ils n'ont qu'à prendre ça au sérieux. Ils peuvent inviter les responsables de la CIE pour qu'ils viennent se prononcer sur cette affaire de CIE qu'on augmente. Une tournée sera lancée dans les prochains jours pour amorcer la sensibilisation grand public sur les comportements à tenir pour résorber la question de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Et pour parler santé, l'ONG Comité Club Universitaire UNESCO pour la lutte contre la drogue et autres pandémies en collaboration avec le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions ont procédé au lancement officiel du rapport sur l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac. Cette disposition vise à empêcher toute ingérence des industries du tabac dans les prises de décision en faveur de la lutte contre le tabagisme. Le point avec Michel Brou et c'est ici. Ce sont 9111 cas de décès liés directement au tabac en Côte d'Ivoire par an et 90% de cancers de poumons dus au tabac. Ces chiffres ont été révélés lors du lancement du rapport sur l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac, au cœur de la rencontre entre les acteurs impliqués dans la lutte contre le tabagisme. Cette initiative a réuni à cette occasion le Comité Club Universitaire UNESCO pour la lutte contre la drogue et autres pandémies en collaboration avec le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, principaux initiateurs. L'événement démontre la volonté et l'engagement des acteurs à prévenir toute ingérence de l'industrie du tabac dans les prises de décisions liées à la lutte contre le tabac. Nous sommes là pour lancer le rapport sur l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac que nous avons édicté en 2013. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé de publier ce rapport de façon officielle. Ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que c'est un rapport qui permet d'évaluer la mise en œuvre de l'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. C'est-à-dire, c'est un traité de santé publique qui essaie de réglementer la lutte anti-tabac au niveau mondial comme au niveau de nos pays, de façon particulière. Maintenant, donc, il y a une disposition qui est l'article 5.3 qui demande aux États qui ont ratifié la Convention, lorsqu'elles veulent mettre en place leur politique en matière de santé publique, de ne pas accepter l'ingérence de l'industrie du tabac dans la prise de ces décisions de politique. Les industriels du tabac ne doivent pas s'immiscer dans la définition des politiques en matière de santé, en matière de tabac. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça dit quoi? Ça dit que quand nous voulons prendre des lois, nous voulons prendre des mesures concernant le tabagisme, les industriels de tabac ne doivent pas être invités à notre table. Nous décidons de notre santé sans eux. C'est ce qu'il faut comprendre. Le lancement du rapport sur l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac, du PNLTA et du CLUCODE constitue un message en faveur de l'indépendance des politiques de lutte contre le tabac. Il vient contribuer à renforcer la transparence et d'assurer que les décisions prises dans ce domaine soient basées sur des considérations de santé publique plutôt que sur des intérêts économiques. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire a initié ce lundi une émouvante cérémonie d'hommage à Christophe Boetsch, éminent primatologue. L'objectif est d'admettre toutes ses contributions exceptionnelles pour l'avancement de la préservation des primates en Afrique. On en sait davantage avec Diane Kablancan et Doumbia Ayuba. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, CSRS, a eu l'honneur d'organiser une cérémonie d'hommage émouvante en l'honneur de Christophe Boetsch, éminent primatologue et chercheur de renommée mondiale. Un hommage qui a débuté par plusieurs discours d'ouverture qui ont mis en lumière les contributions de Christophe Boetsch à la recherche scientifique,
en particulier dans le domaine de l'étude des chimpanzés dans la forêt de Taï en Côte d'Ivoire. À l'occasion d'une cérémonie d'hommage au professeur Christophe Bush, qui est considéré aujourd'hui comme le père de la primatologie en Côte d'Ivoire. Donc c'est quelqu'un qui a dédié sa vie à la primatologie, qui a dédié sa vie à la conservation de la nature en Côte d'Ivoire, qui a inspiré plusieurs générations de chercheurs, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique, voire dans le monde entier. Et si vous voyez qu'on parle beaucoup du parc national de Taï, c'est par les résultats de recherche qui ont été développés par le professeur Christophe Bush. En tout cas, c'est une perte énorme pour le monde de la conservation notamment. Collègues, étudiants, stagiaires et collaborateurs de l'ONDAC de Christophe Bush ont pris la parole pour partager des anecdotes personnelles qui ont marqué son dévouement, son intelligence et sa passion pour la préservation de la biodiversité et la conservation des habitats des primates en Afrique. J'ai été son étudiante. Il m'a inspirée dès les premiers instants. Il m'a motivée dans cette voie-là que je n'avais pas forcément envisagée. Et le fait de l'avoir croisé m'a permis d'ouvrir mon esprit à la recherche. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces années de recherche à ses côtés, je suis devenue une chercheuse plus autonome, plus dynamique. Cet hommage a été un moment poignant de reconnaissance pour un chercheur d'exception. Grand explorateur des mystères des chimpanzés, Christophe Bush restera gravé dans les mémoires de la primatologie pour ses contributions inestimables à la compréhension des chimpanzés et à la préservation de leur habitat en Côte d'Ivoire. Sa passion, son dévouement et son héritage continueront d'inspirer les générations futures de scientifiques et de défenseurs de la nature à travers le monde. Né le 11 août 1951 à Saint-Gall en Suisse et décédé le 14 janvier 2024, Christophe laisse derrière lui un legs indélébile dans le domaine de la primatologie et la conservation. Honneur à sa mémoire et son impact durable. En mission en Côte d'Ivoire, dans le cadre du renforcement vie des actions afin de lutter pour la préservation de l'environnement, GGGI, entendez Global Green Growth, a tenu la 2e édition de son cocktail vert. Une rencontre pour favoriser le réseautage entre institutions et porteurs de projets verts. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Porteurs de projets, institutions financières et organisations internationales, un mélange d'acteurs qui a constitué les ingrédients d'un cocktail vert offert par Global Green Growth Institute, GGGI. L'organisation a tenu la 2e édition de son Green Cocktail, un cadre d'échange et de réflexion qui a pour particularité d'être convivial. L'objectif est de discuter des échanges, des solutions pratiques pour pouvoir aider le gouvernement dans la transition vers la croissance verte, mais aussi échanger entre partenaires. Et le fait de pouvoir identifier durant ces 2-3 jours des projets, mais aussi interagir avec le gouvernement ivoirien, nous a permis de voir éventuellement sur quel axe on peut toujours renforcer notre partenariat. Donc, il souhaiterait à la fin de cette mission de pouvoir avoir des projets phares, mais aussi avoir des projets à succès qui seront réplicables non seulement à l'échelle régionale, mais aussi au niveau international. Pour les participants, ce Green Cocktail représente une nouvelle occasion de discuter de croissance verte, non seulement au sommet, mais aussi avec différents partenaires techniques et financiers, et ainsi dynamiser leurs actions de lutte contre le réchauffement climatique. Facteur limitant aujourd'hui au développement de nos projets, au-delà des renforcements de capacités, demeure la question de financement. Voilà, donc pour nous, la question de financement revêt une importance capitale et qui a lieu de traiter sérieusement. Et pour nous, nous sommes heureux que GGIG crée un peu ce cadre de rencontre-là, qui constitue un peu un réseautage, parce qu'après, ça nous permet d'échanger entre nous pour pouvoir adresser sérieusement la question de financement. Cette action s'est tenue dans le cadre d'une mission du GGGI en Afrique. L'institution entend faire de cette tournée africaine un moyen d'intensifier ses efforts face aux effets climatiques et faire face à ce challenge qui est une opportunité de faire des changements majeurs.
Nous l'avions annoncé, les 9, 10 et 11 mai prochains, la région du Cavally va vibrer au son du Forum des femmes et des filles du Cavally. Ce forum qui vise, entre autres, à encourager la participation des filles et des femmes à la gestion des collectivités territoriales et au développement harmonieux et durable de la région du Cavally, est une initiative de Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavally. Le reportage est signé Ami Korobara et Marie Seri. Ils sont ambassadeurs, chefs d'agence des Nations Unies et de coopération en Côte d'Ivoire, membres du gouvernement, chefs d'entreprise et patrons de presse. Tous sont venus exprimer leur engagement et leur soutien au Forum régional des femmes et des filles du Cavally qui va se tenir le 9, 10 et 11 mai prochain. Cette initiative est portée par la présidente du conseil régional du Cavally, Anne-Désirée Ouloto. Elle vise à contribuer au renforcement du leadership féminin dans la région du Cavally en vue d'une participation pleine et efficace des femmes et des filles à la gestion des collectivités territoriales et au développement durable de leur région. Les femmes de la région du Cavally, comme les femmes de Côte d'Ivoire d'ailleurs, sont formidables. Elles savent travailler, elles sont engagées, elles sont rigoureuses, elles ont besoin d'encadrement, elles ont besoin d'accompagnement. Je voudrais donc remercier Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire qui accorde son parrainage à cette activité importante. Vous savez qu'elle est notre championne en matière d'autonomisation de la femme et de la jeune fille. C'est une grande responsabilité. Je veux le meilleur pour mes populations et je veux le meilleur pour les femmes. Investir dans la femme, c'est garantir l'épanouissement de la famille, c'est garantir l'éducation de l'enfant. Nous serons associés à toutes les activités, comme nous sommes partenaires principaux, donc nous serons associés à des débats, des échanges intergénérationnels sur la promotion de la fille, de la femme, comment faire en sorte que les filles d'aujourd'hui deviennent des leaders de demain. Le Forum régional des femmes et des filles du Cavally va se tenir sur 3 jours à Guiglo sur la thématique Leadership des femmes et des filles pour le développement de la région du Cavally. Il s'articulera autour de plusieurs activités scientifiques, communautaires, socio-culturelles et touristiques. Outre ces aspects, ce forum est un moyen de mettre en exergue les opportunités qu'offre cette région. Pour rappel, ce sont 200 femmes et filles qui verront leurs capacités renforcées grâce à ce forum. L'église des Saints des derniers jours, en collaboration avec la mutuelle de développement du village de Grand Bassi, ont procédé à la cérémonie d'inauguration de logements et des toilettes en faveur des enseignants de cet établissement scolaire. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des cadres, des chefs traditionnels et de la population. Ces ouvrages viennent contribuer au soulagement des enseignants du village de Grand Bassi. On en sait davantage avec Gervais Amani dans un commentaire de Michel Brou. Les enseignants de l'école primaire publique de Grand Bassi, dans la localité de Gagnoua, pourront désormais pousser un ouf de soulagement. En effet, des bâtiments et des toilettes leur ont été gracieusement offerts par l'église des Saints des derniers jours avec la mutuelle de développement de Grand Bassi. Après la cérémonie inaugurale de ces ouvrages, ce sont des populations reconnaissantes aux donateurs, à l'image du directeur de l'établissement. Nous disons merci à l'église des Saints des derniers jours et aussi la MUDEC à travers vraiment son projet de pouvoir permettre aux enseignants d'être vraiment lotis de façon décente. Voilà. Donc, à travers ce projet-là, on demande aussi aux autres donateurs aussi, parce que l'école a vraiment des besoins, de pouvoir nous venir en aide. Ce calvaire des enseignants et des élèves trouve enfin une issue favorable à travers ces bâtisses. Le président de la mutuelle de développement de Grand Bassi a invité les bénéficiaires à en prendre soin. Toutefois, il a souligné la volonté de la mutuelle à travailler davantage dans cet élan de solidarité. Je dis que ça fait bientôt 60 ans que ce bâtiment est là, et jusqu'à présent, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui ont accepté de loger dedans. Donc, vous comprenez qu'il y avait vraiment un besoin de cette école. Alors, nous, au sein de la mutuelle, nous avons fait notre planification au niveau donc des actions à effectuer dans le village. Et
dans nos actions à entreprendre, nous avions inscrit la construction de logements. Nous avions pensé à construire 4 logements. Les émissaires de l'Église des Saints des derniers jours ont réaffirmé l'engagement continu de leurs organisations à accélérer l'amélioration de l'accès à des installations sanitaires durables via des projets innovants en partenariat avec des mutuelles de développement. La mutuelle de développement de Grand-Bassi a d'énormes projets de développement pour cette localité, selon son premier responsable. Dans sa mission de prévention des conflits communautaires dans le département de Bloléquin, la cellule civilo-militaire du dit département a initié un festival dénommé Journée intercommunautaire de Bloléquin. Ce festival de l'unité a permis de consolider les liens entre les différentes communautés vivant dans cette zone forestière où les conflits fonciers sont monnaie courante. Revivons les temps forts de ce festival avec Théodore Kanga. Dans une chaleureuse atmosphère, un festival empreint de diversité et de tolérance a réuni des personnes de toute origine. Les festivaliers ont afflué en masse pour célébrer et renforcer les liens qui unissent les différentes communautés du département. Au cœur de cet événement, les prestations de masse traditionnelles et d'artistes locaux ont captivé l'attention, mais et surtout éveillé les émotions des spectateurs, les transportant dans un univers où la diversité culturelle est célébrée et valorisée. Au cœur de ce festival, des concours de masse. La présence remarquée de la ministre d'État, ministre de la fonction publique Anne-Désirée Oulouto et de Belmonde Dogo de la solidarité a donné une dimension particulière à cet événement. Elles ont salué et encouragé l'initiative du préfet du département qui a placé la promotion de la paix et de l'unité au cœur de ses priorités. Aujourd'hui, les populations avec leurs frères ivoiriens, Baoulé, Koulango, Sénoufo, Lobi et toutes les autres ethnies de Côte d'Ivoire qui ont choisi de vivre ici, avec leurs frères de la CEDEAO, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Peuls, on a vu tout cela. Et c'était tout simplement magnifique. On a vu des populations célébrer le vivre ensemble. Je voudrais me féliciter de voir que la vision du président de la République et la politique du gouvernement en matière de cohésion nationale, de solidarité, voit le jour enfin à Bloléquin. À travers ce festival, Bloléquin a brillé comme un exemple de vivre ensemble et de tolérance, prouvant que la diversité est une richesse à préserver et à célébrer. Parce que, bien qu'elles soient différentes par leur origine, ici il n'y a pas de Baoulé, de Yakouba, de Maliens, de Guinéens. Il n'y a que des populations qui s'entendent et qui ont choisi de se trouver ici pour célébrer leur fraternité et leur union. Unissant leurs forces et en célébrant leurs différences, les habitants de Bloléquin ont montré au monde entier qu'ils sont plus forts ensemble. On termine en images. Le Fonds monétaire international a annoncé avoir signé un accord au niveau des services avec des autorités maliennes de transition sur un financement d'urgence de 120 millions de dollars destiné à soutenir la fourniture de nourriture et des transferts monétaires ciblés aux personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans les régions du centre et du nord du pays. Les fonds serviront également à couvrir des dépenses pour l'éducation, les abris, les articles non alimentaires et l'accès à l'eau potable, à la santé, aux installations sanitaires. Le FMI a par ailleurs indiqué que la croissance du PIB réel du Mali devrait ralentir à 3,8% en 2024 contre 3,9% en 2023. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.